de plusieurs personnes de l'IPSL et une partie est là pour éventuellement répondre aux questions à la fin. Donc en fait, pourquoi un site local nous intéresse pour étudier le climat? D'abord parce que l'échelle locale, en fait, elle est clé en termes d'impact. Donc un de nos objectifs dans notre travail, c'est de comprendre la variabilité climatique à cette échelle pour mieux répondre aux enjeux sociétaux, donc qu'ils soient sanitaires ou de ressources en eau ou en énergie. Or, à cette échelle, la variabilité, elle est beaucoup plus importante qu'à l'échelle globale et donc les incertitudes sont plus fortes. Donc, c'est ce qu'on voit sur les graphes ici. À gauche, on a l'évolution de la température annuelle à l'échelle globale. Donc, on voit en noir les observations et c'est assez lisse. Alors que à droite, quand on prend une échelle plus fine, on a la température ici en été en France. On voit une très forte variabilité haute fréquence et on voit aussi une variabilité plus basse fréquence qui n'est pas bien représentée par les modèles. Donc en noir, on a les observations. En rouge, c'est la moyenne des modèles. Et donc, on voit que même la variabilité basse fréquence n'est pas forcément représentée. Donc, si on continue à descendre en échelle, on a à droite ici l'évolution des jours chauds en France entre 1950 et 2019, avec en jaune les températures maximales supérieures à 35 degrés, en orange supérieure à 37 degrés et en rouge supérieure à 40 degrés. Donc, on voit une évolution du nombre de jours chauds en France. Et si on regarde sur la période donc entre 2004 et 2019, qui est la période d'observation du CERTA, on voit une variabilité à l'échelle de la France qui n'est pas exactement la même que la variabilité à l'échelle du CERTA. Donc ici, c'est représenté au CERTA à gauche. Et on voit par exemple que l'année 2018 est une année très chaude au CERTA, alors qu'à l'échelle de la France, ça ne ressort pas du tout. Donc, on a une variabilité spécifique, mais on a aussi même la définition des extrêmes qui est spécifique localement, puisque là, sur la figure de gauche, en fait, les seuils de température maximale ne sont pas les mêmes que quand on considère toute la France entière. Donc, cette spécificité locale, elle nous intéresse et il faut l'observer et la comprendre pour ensuite pouvoir utiliser des modèles fiables pour anticiper et s'adapter localement. Donc, pour cela, on développe des outils, des méthodes, des techniques instrumentales aussi de pointe pour détecter et quantifier précisément alors des tendances, des anomalies climatiques, donc des extrêmes, et aussi pour comprendre les mécanismes expliquant la variabilité locale. Encore une fois, les enjeux sociétaux sont assez forts. Donc, après plus de 15 ans de mesures, enfin 17 ans maintenant, on a maintenant un site instrumenté qui permet de répondre à ces questions grâce à plusieurs spécificités et avantages. D'abord, on fait des observations multiparamètres, à la fois à la surface et sur la verticale. On a aussi des séries donc, qui commencent à être des mesures de long terme, puisqu'on a depuis 2003-2004. On fait des mesures à haute fréquence, donc ça permet d'étudier en fait la variabilité de l'échelle du climat à l'échelle du processus, et vous allez voir que c'est important. On a des observations de qualité qui répondent à des standards internationaux, ce qui permet d'échanger facilement les mesures avec d'autres instituts internationaux et donc de les valoriser et d'utiliser des données assez homogènes. Et puis, l'avantage de ce site, c'est qu'il est localisé dans une zone urbanisée à fort enjeux sociétaux. Alors, je vais vous présenter quelques exemples illustrant l'intérêt d'un tel site. Donc, comme j'ai dit précisément, la variabilité climatique est spécifique à notre zone d'étude. Donc, si on s'intéresse à Marseille, on va avoir une forte influence des brises de mer et de la montagne, mais c'est pas le cas à Paris. Donc, chaque site est spécifique et on sait que la variabilité locale de la température, elle dépend de 5 termes, donc qui sont représentés à gauche. Alors, je vais pas les détailler ici, parce que j'ai pas le temps, mais bon, en gros, on a le rayonnement par le soleil, l'atténuation de ce rayonnement par les nuages. On a l'advection de la masse d'air, donc suivant qu'elle arrive de l'Atlantique, du Sud ou de zone polaire, ce sera pas la même chose. Et puis, on a 2 termes d'échange, un avec le sol et un avec l'atmosphère. Et donc, grâce au fait qu'on mesure au même endroit une multitude de variables, on peut mieux comprendre quels termes vont contrôler la variabilité de la température locale. Alors,
ce lien entre la variabilité de la température et les 5 termes, il n'est pas si simple que ça. C'est pour ça que notamment les modèles ne le font pas forcément très bien. Et du coup, grâce à la grande quantité de données qu'on a maintenant, on peut utiliser des outils pointus de sciences des données qui vont nous permettre de mieux comprendre ce lien. Et donc, par exemple, les deux figures à droite, là, c'est la variation horaire de température en journée ou la variation horaire la nuit. Et on voit que nos différents termes, ils n'ont pas la même importance suivant la période de l'année, la période du jour et l'échelle de temps qu'on regarde. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est que le CIRTA, il a vraiment un avantage, c'est qu'on mesure tous ces termes à très haute fréquence. Et donc, après, on peut étudier les liens entre ces variables et regarder, par exemple, dans les modèles, si ce lien est représenté correctement ou pas. Alors, un autre avantage du CIRTA, c'est la mesure sur la verticale. Et donc, ça va être très important, notamment pour les nuages, parce que un nuage, donc sur l'effet radiatif du nuage, va pas être le même suivant que le nuage il est à une altitude différente ou qu'il a des propriétés microphysiques différentes. Donc, cette mesure sur la verticale, elle nous a permis d'avancer dans la compréhension des biais des modèles. Alors, on voit sur la figure en couleur, là, c'est la variation, donc le cycle saisonnier de la fréquence des nuages en couleur en fonction de l'altitude. Donc, on a à gauche les observations. Donc, c'est des observations par LIDAR. Il y a une forte expertise à l'IPSL sur cette technique instrumentale. Et puis, à droite, le modèle. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le modèle, il y a beaucoup trop de nuages hauts et surtout, si on regarde l'été, là, il y a beaucoup de nuages bas dans les observations qui sont totalement absents dans notre modèle. Et en fait, quand on n'a pas de nuages bas en été, eh ben, on n'a pas cette atténuation du rayonnement solaire. Du coup, on a trop d'énergie qui arrive à la surface. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on a le cycle saisonnier de l'énergie arrivant à la surface pour les observations en noir, pour le modèle en rouge. Et on voit que l'été, on a beaucoup trop d'énergie dans le modèle. Et du coup, ça explique ce biais de température en été. Donc, encore une fois, en fonction du cycle saisonnier de la température, avec en rouge le modèle et en noir les observations. Et donc, en fait, c'est vraiment grâce à cette mesure sur la verticale qu'on a pu comprendre que ça venait d'une mauvaise représentation des nuages, parce que si on regarde en moyenne sur la colonne, finalement, le modèle avait un nombre de nuages à peu près correct. Donc, cette mesure, elle nous permet vraiment d'avancer dans la compréhension des processus et dans l'amélioration de la physique des modèles. Donc, un autre thème qui est d'analyse dans nos études, c'est les études des événements extrêmes. Donc, on a ici représenté le cycle diurne de la température, donc avec en gris l'ensemble des mesures réalisées entre 2010 et 2018 en été. Donc, avec la moyenne dans le gros trait gris, le minimum en bleu, le maximum en rouge. Et on voit sur le trait noir plein, c'est la mesure faite je vois pas mon écran, enfin, en 9 août 2020. Et en pointillé, la mesure faite le 25 juillet 2019, donc atteignant 40 degrés, c'est la température maximale mesurée au CIRTA depuis qu'on fait des mesures. Et donc, ce qu'on voit sur ces cas, c'est que les deux cas extrêmes là sont associés à un fort rayonnement solaire, mais un rayonnement solaire qui n'est pas le maximum qu'on ait pu mesurer. Et par contre, on voit sur la figure de droite, donc c'est l'humidité du sol qui est représentée en fonction des mois de l'année. Et donc, on voit que pour ces deux cas, on a un sol qui devient très sec dès le mois de mars. Et donc, c'est ce qui amplifie la température localement après. Donc, pour avoir une canicule, il faut 3 ingrédients, enfin, au moins. L'arrivée d'une masse d'air chaud ou un anticyclone qui dure, un rayonnement fort, donc avec pas de nuages, et puis donc souvent proche du mois de fin juin, et puis un sol sec ou une végétation peu active. Donc, c'est souvent pour ça qu'on a des canicules plutôt au milieu de l'été plutôt qu'au printemps. Donc là, on a vu un peu le processus sur les canicules. Après, on a regardé aussi les tendances de ces événements.
Et on va voir que les modèles, en fait, ils ont du mal à simuler les tendances des vagues de chaleur extrêmes. Donc ici à gauche, c'est le rang des températures max en 2019. Donc rang 1, ça veut dire que ça a été le maximum observé. Donc on voit qu'on a une variabilité, enfin que ça a été très fort partout, mais qu'on a quand même une variabilité. Et en fait, si on regarde les tendances de ces extrêmes en intensité, on a ici les observations en bleu de Météo France et en rouge les différents ensembles de modèles. Et on voit que donc ça c'est pour les températures maximales de juin sur 3 jours. Et donc on voit que les modèles ils n'arrivent pas à représenter cette tendance dans l'intensité à cause notamment de processus locaux et de la dynamique. Et donc, l'avantage du CIRTA, en fait, c'est que ça nous permet un peu de comprendre ces tendances, bien qu'on ait encore des séries un peu courtes pour bien mettre en évidence les tendances. On a la mesure de multivariables qui va permettre d'expliquer un peu ces tendances ce qu'on n'a pas avec les réseaux d'observation quand on a une seule variable. Donc là, c'est ce qui est montré ici. On commence à voir une tendance dans la température en été. Ce qui est intéressant, c'est que c'est associé à une tendance assez significative de l'humidité en été. Donc, quand on a une atmosphère plus chaude et moins humide, ben, ça favorise pas la formation des nuages. Donc, on commence à détecter une diminution de la présence de nuages au CIRTA en été. Et du coup, tout ça, ça crée des boucles de rétroaction, puisque quand on a moins de nuages, ben, on a aussi une température qui a tendance à être plus élevée et une évaporation plus tôt dans l'année. Donc, maintenant, l'avantage, c'est qu'on a quand même de plus en plus d'ensembles de simulations avec des modèles qui ont progressé, des modèles aussi à plus haute résolution. Et donc, dans ces ensembles, on commence à avoir des modèles qui arrivent à faire des extrêmes aussi extrêmes que ceux qu'on observe. Et donc, on va pouvoir utiliser la complémentarité observation-modélisation donc pour bien comprendre les tendances, les analyser et ça, les anticiper, mieux les anticiper. Donc, pour conclure, l'idée, c'est de dire que le CIRTA, pour nous, c'est un outil indispensable, donc à la fois pour comprendre les processus locaux qui vont expliquer la variabilité locale, pour améliorer les modèles, pour analyser les situations extrêmes, comprendre les tendances et mieux les anticiper ensuite grâce à la complémentarité modèle-observation. Et pour ça, on a la nécessité d'un site pérenne. Donc, là, avec des points importants, c'est des observations multivariables sur le long terme, à haute fréquence, sur la verticale aussi, avec une qualité aux standards internationaux et aussi le développement d'outils et de méthodes de pointe pour observer et analyser toutes ces observations. Voilà, je vous remercie. Merci pour voilà, cette présentation très claire. On va pouvoir prendre des questions. Je ne sais pas si Sophie, tu vois le chat par ma patte, sinon je peux lire les questions. On a une première question de Felipe Toledo qui demande si vous avez utilisé le radar nuage pour étudier la fréquence et la distribution verticale des nuages. Alors, personnellement, non, mais oui, il y a eu des études qui utilisent le radar nuage. Là, j'ai pas présenté toutes les études qui existent avec les données du CIRTA. En tout cas, c'est une mesure qui nous intéresse fortement. Ensuite, la question de Benjamin. Qu'est-ce qui explique que les nouvelles simulations d'ensemble reproduisent mieux les observations? Est-ce la prise en compte de la répartition des nuages ou les schémas de surface? Alors, il y a effectivement de l'amélioration dans la physique des modèles. Donc, notamment, il y a eu pas mal de travaux sur la répartition verticale des nuages, mais aussi sur les schémas de surface. Et puis, il y a aussi qu'on a des résolutions, des modèles, enfin des simulations climatiques à des résolutions plus élevées, donc qui permettent de mieux tenir compte de ces hétérogénéités de surface et de la spécificité locale des sites. Je voudrais ajouter un complément si c'est voilà, si c'est possible. Je ne sais pas si la question faisait référence à la dernière planche.
qui a quand même, il y a quand même des choses à faire, à dire dessus. Je ne sais pas si c'est possible de la remettre. Oui. Sauf ouais, si ça demande une manip très compliquée, on Non, 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 non. pas obligé. Hein. Voilà. Oui, donc ça, c'est des simulations, c'est les simulations d'ensemble d'IPSL CM6, hein, donc qui ont été faites dans le cadre de CMIP6. Et si, en fait, si on regarde bien, alors en fait, IPSL CM6, enfin la dernière version du modèle, sous-estime aussi les tendances sur la France, sur les extrêmes. En fait, c'est pas tellement dans le fait que il arrive alors, on a l'impression qu'effectivement, il arrive à simuler quelques événements type 2003-2019, mais le problème, c'est il semble simuler aussi trop d'événements chauds dans le passé, quand on regarde bien. Donc, du coup, il y a aussi des questions liées à la variabilité qui se posent. Donc, en fait, on a un peu le même problème avec tous les modèles de climat, qu'ils soient globaux, régionaux, à basse ou à haute résolution. Il reste encore des questions enfin pas du tout résolues sur les vagues de chaleur extrêmes, hein, quand on parle vraiment des extrêmes. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'aller regarder tous les processus que Marjolaine et Sophie viennent de décrire. Hein. Je pense que on a un site tout à fait idéal pour aller décortiquer tout ça en détail. Sur cette question, justement, Bernard Legras demande aussi, est-ce que le modèle simule pas trop d'événements froids? Oui. Alors, je peux peut-être laisser Olivier répondre s'il est en ligne, mais enfin, en tout cas, dans ce qu'on voit dans cet indicateur-là, c'est tout à fait clair. Donc, il y a trop de variabilité à l'heure actuelle. Sur les événements froids, je ne sais pas, on n'a pas bien regardé. Par contre, effectivement, sur les vagues de chaleur, alors je ne sais pas s'il y en a trop dans le passé, mais clairement, ils sont sous-estimés en intensité et puis la tendance est trop faible. Alors ça peut être lié à des problèmes des rétroactions avec la surface, l'évaporation. Outre le fait qu'il y a peut-être aussi un petit problème de représentativité, parce qu'on a quand même des mailles assez grosses, mais je ne pense pas que ce soit la raison principale. Oui, il y a plein de... Pardon, oui, il y a plein de questions qui se posent hein, effectivement sur ces vagues de chaleur. Il y a les processus, il y a aussi l'advection de masses d'air chaudes très rapides, comme on a pu voir au mois de juin l'année dernière, de masses d'air sahariennes, dans un courant au-dessus de la couche limite qui était très fort en fait. Et qui a donc voilà, est-ce que les modèles représentent bien ce type de situation dynamique aussi? Donc il y a des tas de questions qui se posent. Une question de Nicolas Ferlet qui demandait justement de quel modèle il s'agit. Sophie, quand tu disais qu'il y a des biais de température ou sur les aspects du contenu Alors, les vertical. biais de température, donc les biais chauds de température dans les modèles aux moyennes latitudes, c'est un biais assez courant, donc dans plusieurs modèles. Et que ce soit des modèles climatiques globaux ou régionaux. D'accord. Bon, je pense qu'on peut vous remercier à nouveau donc pour cette présentation très claire et très pédagogique. Et donc on arrive maintenant au troisième thème qu'on voulait vous présenter dans cette matinée. Donc on va déborder un petit peu sur l'heure, d'un petit quart d'heure. Donc on va passer la parole donc à Jordi Badossa et Anne Migan. Qui vont donc nous parler d'énergie renouvelable et des activités